Bonjour, merci. Je voulais juste demander à Madame Ney, en ce qui concerne donc les devices in-house, quel exemple elle va nous donner, à quoi ça pourrait s'appliquer? Est-ce qu'il y a que font nous, on ne fait pas ça personnellement, à moins que vous visiez la 3D quand ce sera un peu, il y aura un cadre légal par après, mais Allô? Pardon. Effectivement, il y aura le 3D, c'est une possibilité, mais en fait, dans l'immédiat, en fait, on pense surtout à tout ce qui est IVD, donc diagnostic in vitro, qui est fait in-house. Est-ce que ça répond à votre question? Misschien daarop inpikkend, zullen ziekenhuizen dan echt binnenkort 3D-implantaten kunnen maken? Welke termijn, quelle période est-ce que vous estimez que ça soit réalisé? Ik denk niet dat dat binnenkort is. Ik denk dat er nu al ziekenhuizen zijn die zelf een 3D-printer hebben en die thuis in het ziekenhuis printen. Maar ook volgens de regeltjes. De vraag is natuurlijk, en dan komen we op het grote punt, blijft 3D-printing custom-made of wordt het customizable? En wordt het customizable medical device, dan word je een legale fabrikant en dan kan een ziekenhuis dat ook blijven doen. Maar dan moeten ze aan alle vereisten van een legale fabrikant doen. Let op, als het ook custom-made wordt of blijft, dan moet je ook denken dat dat heel vaak klasse 3 implantaten zijn. En een klasse 3 custom-made zal ook een notified body onder de arm moeten nemen, zal ook gedeeltelijk aan die conformiteitsassessment procedure worden onderworpen. En de algemene eisen van een fabrikant, zoals een QMS, worden vanaf nu ook toepasbaar op alle fabrikanten klasse 1 en naarmate. Dus de eisen gaan sowieso omhoog gaan, ook voor de 3D-printing. Als ik even iets mag toevoegen, si je peux compléter. Le sujet de la réunion aujourd'hui, c'était de se focaliser sur les hôpitaux. Mais il faut aussi savoir, on en a un tout petit peu parlé, mais le développement des technologies médicales en dehors des hôpitaux est gigantesque. Et je pense qu'on fait aujourd'hui plus de 3D printing en dehors des hôpitaux que dans les hôpitaux. Sans aucun contrôle, puisque aujourd'hui, nous le savons au niveau d'agence, des 3D printing sont faits dans des garages en Belgique le 24 octobre 2017. Donc voilà. Et il y a d'autres exemples du même style. C'est la même chose pour le reprocessing. Le reprocessing, on en a parlé du reprocessing dans les hôpitaux. Le reprocessing se fait en dehors des hôpitaux aussi, dans des conditions bien plus, entre guillemets, dramatiques que par rapport à ce qui se fait dans les hôpitaux. Et donc, un prochain sujet, messieurs, serait de se consacrer aux dispositifs médicaux en dehors des hôpitaux. Je dis ça, je ne dis rien. Et tant qu'on a parlé de qualité, qu'est-ce qu'il en est des études cliniques par rapport aux dispositifs médicaux? Est-ce que, parfois, nous, dans le secteur pharmaceutique, on entend beaucoup les études cliniques, enfin, il y a toute une législation, c'est très clair. Dans le matériel médical, ça a l'air moins poussé que dans le secteur pharmaceutique. Oui, globalement, c'est peut-être l'impression que ça donne, ou en tout cas que ça donnait. Ici, donc, le règlement RICAS prévoit vraiment un renforcement au niveau des investigations cliniques. Ce qui se passait souvent au niveau des dispositifs médicaux, c'est que l'ancienne directive proposait la possibilité de faire ce qu'on appelait des équivalences, donc de trouver un dispositif qui ressemblait. Parfois, c'était même pas la même forme, mais donc qui était semblable, qui était mis sur le marché, et donc ça suffisait pour la mise sur le marché au niveau des données cliniques. Maintenant, le RICAS prévoit que l'équivalence est pratiquement impossible, c'est-à-dire que si vous voulez encore faire appel à ce qui est équivalence, vous devez avoir vraiment les données techniques du dispositif auquel vous faites référence, et donc ça veut dire globalement faire un contrat avec vos concurrents pour pouvoir avoir ces données-là. Donc il y aura beaucoup moins de possibilités d'équivalence qu'avant, donc nous prévoyons d'avoir beaucoup plus d'investigations cliniques. Et même pour des dispositifs qui sont depuis 10 ans, 15 ans sur le marché, en fait les fabricants actuellement vont devoir collecter beaucoup plus de données cliniques que ce qu'ils avaient avant, et donc je leur conseille évidemment, ici on n'a pas spécifiquement une salle remplie de fabricants, mais les fabricants doivent dès aujourd'hui, pour se mettre en conformité, commencer à récolter leurs données cliniques.
Peut-être une petite chose, c'est que j'ai appris des fabricants, parce que moi j'inspecte surtout les fabricants, qu'ils ont quand même des difficultés à récolter des données cliniques au sein des hôpitaux. Donc si eux demandent un feedback clinique de leurs produits, et pas surtout oui le prix est bon et la qualité est bon, non, des données cliniques, des casus et tout ça, ce qu'eux peuvent utiliser pour les données cliniques, qui sont même difficiles à récolter cela. Et c'est quand même important qu'on ait cette information pour avoir suffisamment de données cliniques pour garder ces produits sur le marché. Donc c'est peut-être une invitation à travailler plus avec le fabricant et leur aider à récolter les données cliniques. Er was nog een vraag, dacht ik, van ja, hier midden in de zaal. Wacht even, On va attendre d'avoir le micro parce que sinon on ne vous entend pas. En cas de restérilisation par un restérilisateur situé dans un autre pays, comment ferez-vous? Allez-vous l'inspecter sur place? Et s'il ne travaille pas suivant les mêmes critères que ceux que vous avez définis, par exemple concernant le type de produit, comment allez-vous procéder? Als we het hebben over reprocessing, dan zal het zo zijn dat we inderdaad de mogelijkheid hebben om dat ook toe te staan, dat een reprocessor in een derde land reprocessed voor een Belgisch ziekenhuis. En in dat geval zal hij moeten voldoen aan de Common Specification. Hoe gaan we dat controleren? Wel, in eerste instantie kunnen we dat inderdaad zelf gaan controleren, maar het is voornamelijk een notified body die moet gaan certifiëren dat het proces voldoet. En hij certifieert dan wel het ziekenhuis, maar als daar een belangrijke onderaannemer intussen komt, zal die notified body ook verplicht worden om audits te gaan uitvoeren bij die onderaannemer. Dus het zal gedeeltelijk door het agentschap gecontroleerd worden, maar in grote mate door de notified body. Pour être peut-être précis, puisque Catherine a fait allusion à une réunion qui a eu lieu hier et qui réunissait les acteurs principalement concernés par le reprocessing. Et c'est un sujet, M. Boin, qu'on a discuté pour la première fois c'était en 2005, je pense, ensemble. Il y a une option très claire qui a été prise. Au départ, il y avait soit interdire le reprocessing, soit l'autoriser. En ce qui concerne la Belgique, le reprocessing est autorisé. À partir du moment où il est autorisé, il y aura deux possibilités. Soit ça se fait dans l'établissement hospitalier, et on va aller voir aussi en dehors des établissements hospitaliers, parce qu'ils sont faits en dehors, c'est clair. Soit il se fera par le biais d'une entreprise reconnue comme fabricant, répondant à tous les critères et devenant responsable de la mise sur le marché. En ce qui concerne les critères in-house, voilà, il y a les spécifications communes qui sont en discussion. Nous avons une prochaine réunion vers la mi-décembre de cette année-ci, où on a demandé deux choses. On s'est engagé au sein du groupe de travail sur deux choses. Un, on a demandé aux pharmaciens hospitaliers présents de rapporter cette information vers leur propre association et de revenir pour la prochaine réunion avec une vision plus précise. Qui veut faire du reprocessing via une entreprise extérieure et outsourcer entièrement, et qui veut faire du reprocessing in-house. À la limite, on peut imaginer que la réponse va être on va tous faire du reprocessing à l'extérieur. Ouais, le dossier sera très rapidement contrôlé, terminé, clôturé. Si il y a un nombre important d'hôpitaux qui veulent le faire in-house, on va passer en revue les différents critères qu'il faudra respecter et qui sont prévus dans le règlement et que nous allons devoir traduire en législation belge. Valérie a dit que le règlement sera d'application d'office. L'article 17 est une petite exception, puisque là, il faudra prévoir dans la législation belge quelque chose de spécifique relatif au reprocessing. Voilà. Dans les grandes lignes, on est parti dans cette direction-là, et c'est l'option que la Belgique a officiellement prise au niveau européen. Encore une question dans la salle si on n'en avait pas. Moi, j'avais peut-être à Valérie et Richard, puisque Catherine a déjà donné un petit conseil à l'auditoire. Quel serait le conseil que vous donneriez dans le cadre du RICAST et dans le cadre du pacte aux
aux participants qui viennent du secteur hospitalier, pour la majorité, un conseil éclairant. Ah, Richard, on a déjà un. Alors moi, ce que je vous conseille, je vous propose, on a discuté en interne au niveau de l'agence sur la forme de communication qui doit être développée. Vous l'avez constaté, vous l'avez entendu, et Valérie ne vous a pas détaillé les 175 pages, elle l'a fait en interne, c'est nettement plus long que les 25 minutes qu'elle a prises ici. Mais certains d'entre vous ont peut-être participé à ces sessions d'information sur le RICAS beaucoup plus détaillées. Il y en a d'ailleurs encore une lundi prochain, l'après-midi, une session néerlandophone pour ceux que ça intéresse. Il y a encore de la place, donc vous pouvez vous inscrire et y participer. Nous avons organisé une session, et ce n'est pas sur le RICAS, pardon, c'est sur l'autocontrôle. On a un deuxième dossier, l'autocontrôle. Catherine a été très claire, c'est une méthodologie totalement différente qui est développée. Il y a près de 3 millions de références, mais il y a plus de 1000 entreprises qui sont connues à l'agence et qui sont actives dans le secteur des dispositifs médicaux. Donc on ne peut pas continuer à suivre tout cela en gardant une méthodologie pour aller chez chacun individuellement, comme ça se faisait précédemment. Tout ça a été revu, tout ça fait l'objet d'informations au sein organisées par l'agence vers les acteurs, donc vous y êtes invités. Ça se fait dans un auditoire pour le moment, avant le déménagement qui va avoir lieu dans 2 ans. Pour le moment, c'est encore toujours place Victor Horta, dans l'auditoire Stork, que certains connaissent peut-être. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez tous les renseignements sur le site. On va communiquer aussi beaucoup plus au niveau du site. Il va y avoir une identité dispositif médical beaucoup plus visible sur le site dans les prochaines semaines, j'espère. Mais je pense que ce sera dans les prochains mois. Et je pense aussi que par le canal de la presse spécialisée, nous allons devoir collaborer et interagir aussi pour diffuser un maximum ces informations. Mais le conseil que je vous donne, ne croyez pas et ne partez pas du principe que ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Non, ce sera pour tout le monde. Tous les professionnels de la santé utilisent quotidiennement tous des dispositifs médicaux. Ce qui n'est pas le cas pour les médicaments, qui est prescrit par le médecin, qui est délivré par le pharmacien et qui est utilisé par le patient. C'est une chaîne très courte, toute droite, très précise. Celle des dispositifs est un multifacette, avec des interactions entre les acteurs de la santé sur le terrain qui sont impactés par la manière dont ces technologies évoluent. Donc entre vous aussi, cette méthodologie d'approche va devoir changer. Et donc ces interactions entre d'un côté l'administration et de l'autre côté les professionnels de la santé doivent prendre une toute autre tournure. Et c'est la seule manière d'avoir une chance de réussir à une intégration complète de ce secteur particulièrement complexe et dont l'évolution, croyez-moi, ne va pas se ralentir. Au contraire, elle va encore s'accélérer et le nombre de nouvelles technologies va encore augmenter. Vous avez peut-être vu à la télévision il y a quelques jours un nouveau robot, le robot Rosa, en neurochirurgie. La précision de ce robot est exceptionnelle. Alors on peut discuter pendant des heures sur le robot qui remplace l'être humain, etc. Quand on voit le nombre de médecins et d'acteurs qui sont dans le bloc opératoire occupés à travailler avec ce robot, je n'ai pas tellement de crainte à ce niveau-là. Je ne pense pas que le robot opérera un jour tout seul dans le bloc opératoire en l'absence d'autres professionnels de la santé. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Si Valérie avait encore un conseil aussi. Oui. Voilà, bon, moi j'ai plutôt une approche très pragmatique. Hein. Mon feedback, c'est plutôt programme manager. Donc, si j'étais programme manager chez vous, je vais le dire comme ça, je pense que la première chose, effectivement, c'est de voir comment vous allez faire pour intégrer tout ce qui est l'UDI et la traçabilité. Donc, notre collègue Eric vous reparlera tout à l'heure de la traçabilité. J'ai appris que globalement aujourd'hui il y avait déjà, en tout cas sur pas mal d'implants qui avaient déjà l'UDI qui était présent puisque l'UDI est déjà d'application au niveau des États-Unis. Donc comment vous gérez ça? Comment vous allez changer vos processus pour capter cette information-là? Je crois que c'est une des choses qui est importante. Et alors je soutiens vraiment la démarche que Catherine a mis en avant tout à l'heure. On reçoit effectivement au niveau des fabricants, ils ont vraiment des demandes de collecter des données cliniques et vous êtes vraiment une des sources importantes pour eux. Et donc de pouvoir les aider à obtenir ces données pour pouvoir maintenir les dispositifs sur le marché, c'est vraiment quelque chose qui est important.
Oké. Daar zijn de tips, denk ik, afgerond. Nog een laatste vraag misschien? Gelegenheid om... Ja. En voordat we beginnen aan de koffiepauze. Moi j'ai une question. On n'est pas très nombreux ici proportionnellement au nombre d'hôpitaux. Je ne pense pas que c'est un sujet qui n'intéresse pas les gens. Que du contraire, tout le monde est bien conscient de l'importance du développement de la responsabilité du pharmacien dans ce secteur. Par contre, si on n'est pas beaucoup ici, à mon avis, c'est surtout parce qu'on a beaucoup de boulot dans les officines et qu'on ne s'est pas détaché les pharmaciens pour venir écouter ce que vous êtes en train de nous raconter. Et donc là, j'en viens à la question du budget. Parce que si on n'est pas assez de pharmaciens, c'est aussi parce que les hôpitaux n'ont pas l'argent pour pouvoir engager les gens, et pas seulement les pharmaciens, parce que ce n'est pas que les pharmaciens qui font la traçabilité. Les pharmaciens, ils mettent en place les procédures pour que la traçabilité puisse être faite, mais derrière, c'est toute une chaîne de professionnels de la santé, mais on n'a pas les budgets pour ça. Et donc, nous demander de faire de la traçabilité et tout ce qu'on veut sans nous donner les budgets, c'est quand même un peu utopique. Donc, qu'est-ce qui est demandé au niveau de l'agence, au niveau du gouvernement, par rapport à ça? Là, évidemment, Monsieur Facon n'est plus là, parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait répondre à ça en tant que directeur général des soins de santé du SPF Santé publique et ancien chef de cabinet, peut-être tu te risques à une réponse, Richard. Mais, en fait, effectivement, tout ce qui touche le financement et tous les aspects économiques, et voilà, le reprocessing, oui, il y a l'aspect économique dont il va falloir parler. Ce n'est pas la responsabilité de l'agence, ce n'est pas la compétence de l'agence. C'est pas pour ça qu'on va l'ignorer. Donc c'est une réalité. Elle est ce qu'elle est, à laquelle tout le monde est confronté. Et effectivement, bon voilà, ce sont des discussions d'ailleurs qui ont lieu, qui vont devoir se poursuivre et qui sont particulièrement difficiles. Je voudrais tout de même revenir sur un aspect. C'est la méthodologie d'approche, la méthodologie de travail, la méthodologie d'utilisation de toutes ces évolutions qui doit aussi changer. Et je pense qu'en changeant ces méthodologies, on va pouvoir libérer à certains endroits, en tout cas, des budgets pour pouvoir les utiliser ailleurs autrement et financer des endroits qui sont sous-financés. Voilà, on a pu faire des évaluations sur le transfert vers les soins à domicile. Je vais citer l'exemple de la dialyse rénale, traitée à domicile avec un confort pour le patient tout de même un peu plus grand, quand ça peut se faire la nuit et qui permet au patient d'être actif le lendemain matin, et qu'on peut économiser jusqu'à 40% sur les dépenses de dialyse rénale, ce n'est tout de même pas rien. Utilisons ces 40% peut-être pour financer les pharmacies. On peut toujours entamer le débat, ou vous pouvez toujours entamer le débat. Mais je pense, madame, qu'il y a encore un autre aspect en dehors de l'aspect purement financier et qui est majeur, et qui est véritablement un problème et un obstacle. C'est que l'évolution des technologies est totalement dissociée de la formation des thérapeutes à utiliser de manière optimale toutes ces technologies. J'ai eu l'occasion de faire des exposés à différents endroits face à différents professionnels de la santé. Les pharmaciens d'officine n'ont aucune formation dans ce domaine. Leurs officines sont remplies de dispositifs médicaux. Les infirmières n'ont aucune formation sur l'utilisation des dispositifs médicaux. On en installe de plus en plus au domicile des patients pour la première ligne. Ces gens ne savent pas utiliser correctement parce qu'ils ne sont pas formés. Les médecins généralistes ne sont pas formés à utiliser correctement les dispositifs médicaux, ne sont pas formés aux techniques de plâtre, tout simplement. Et donc, voilà. Je pense, et c'est un débat qui a déjà été mené avec ces représentants-là, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui doit être développé et qui, quelque part aussi, en ayant plus de compétences, va permettre d'utiliser mieux, plus efficacement tout cela et décharger des heures d'activité parce que, voilà, on doit mettre en place une structure qui n'y est pas par faute de formation de base. On a déjà parlé de prendre contact avec les universités pour essayer d'intégrer ça beaucoup plus dans la formation de base. J'ai pris cette initiative il y a quelques années et la réponse a été « Monsieur, ce qui se passe dans les universités, les programmes, ce sont les professeurs qui les déterminent. Êtes-vous professeur ?» Non, je ne suis pas professeur, donc ce sujet ne vous concerne pas. Je vous prie de quitter le local. Ce n'est pas comme ça qu'on va évoluer, ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut avoir un esprit beaucoup plus large et cette formation de base
elle est peut-être l'élément essentiel pour pouvoir faire les bonnes économies aux bons endroits et pouvoir redistribuer ça autrement qu'aujourd'hui. Mais c'est un long débat qu'on ne va pas clôturer aujourd'hui. Mais merci d'avoir soulevé cette question et cette remarque. Donc, contrairement à ce que vous dites, je ne sais pas où sont vos sources, mais les pharmaciens d'officine sont maintenant sensibilisés aux dispositifs médicaux et les pharmaciens hospitaliers, assurément. Donc, je pense qu'il faut peut-être être... on est adaptif aussi dans les facultés parce qu'il faut suivre l'évolution. Par contre, ce que vous n'évoquez pas, c'est la chaîne de responsabilité. Parce que ici, le RICAS est très intéressant, c'est une excellente évolution, mais on a fait basculer quelque chose qui n'a été annoncé pas tellement, c'est que tout ce qui est diagnostic in vitro, c'était avant pas du tout dans la sphère pharmaceutique. C'était les laboratoires, et qui dans le laboratoire, le médecin responsable, qui est le médecin responsable d'un laboratoire, les laboratoires qui sont maintenant souvent des sous-traitances. On fait basculer le diagnostic in vitro maintenant dans la sphère pharmaceutique de l'hôpital. C'est un volume non négligeable qu'aucun gestionnaire ne considère comme étant du pharmaceutique. Parce que ça aussi, il faut parler de la chaîne de responsabilité. Les gestionnaires d'hôpitaux, qui a sensibilisé ces personnes à la responsabilité qui est portée par le médecin, le pharmacien, l'infirmier? Pas tellement. Et là, on a un réel problème. Et là, l'agence doit jouer un rôle, comme elle le fait. Moi, j'ai été à autocontrôle, et quand on a droit à l'inspecteur de l'industrie qui vous dit « il est écrit, le pharmacien hospitalier est responsable de tous les médicaments, et donc les devices », c'est clair, le message est clair. Les pharmaciens, ils l'ont bien compris. Mais est-ce que les autres l'ont compris? C'est tout est là la question. Et je pense que quand vous parlez de la communication, c'est bien de parler vers les professionnels de santé, surtout qui sont extérieurs aux hôpitaux. Maintenant, les chirurgiens vont opérer dans leur cabinet pour autant qu'ils soient agréés. Mais globalement, il y a quand même un grand problème avec les gestionnaires d'hôpitaux. Et les gestionnaires d'hôpitaux, c'est ceux qui portent la discussion du financement, qui fait défaut pour faire les activités qu'on nous demande de faire. Quand on va accepter le reprocessing et qu'on va devoir maîtriser toutes les qualités des plastiques et les méthodes de stérilisation pour savoir si ce matériel pourra encore être réutilisé, même en faisant des études d'ingénieur en biochimie, je ne suis pas sûr que je maîtriserai tous les processus. Je devrais donc faire confiance à des systèmes, à des mesures faites par des agences, à des recommandations, etc. Ça, c'est le rôle qu'un pharmacien va prendre. C'est sa responsabilité et être la tour de contrôle et le garant pour l'État de la bonne application. Mais il y a quand même un trou, parce que M. Facon, il représente peut-être l'ensemble de la santé. Manifestement, les gestionnaires d'hôpitaux sont complètement écartés de cette discussion, de cette réflexion. Quand on voit les combats qu'on doit mener dans nos hôpitaux pour obtenir des locaux dignes de ce nom, des espaces dignes de ce nom, une logistique digne de ce nom pour assurer la qualité de la distribution des dispositifs médicaux, il y a encore un beau chemin à faire de ce côté-là. Et on est en train déjà de faire l'HAD avec toutes les interrogations qui, je le reconnais, grâce aux inspecteurs qui ont un rôle réglementaire, qui nous ont entendus et qui ont porté le message. Il y a déjà on a vu dans des textes des évolutions qui reprécisent bien le rôle de chacun et les limites. Mais il y a encore un beau travail à faire parce que je peux vous assurer que dans les gestionnaires d'hôpitaux, il n'y a aucune écoute sur ce plan-là. Et on est au contraire dans la même logique que le commerce, la sous-traitance à tout prix, sans aucun garde-fou. Et donc les pharmaciens d'hôpitaux, on est quand même un peu mal pris par rapport à notre volonté de bien faire, parce que je pense qu'on a contribué beaucoup à la qualité de ce qui se fait, mais malheureusement, on est peu remercié souvent, et on doit se battre en interne, en permanence, tant avec les médecins qu'avec les infirmiers, pour comprendre les difficultés liées à l'usage des dispositifs médicaux. Vous aurez peut-être remarqué que dans les professions que j'ai citées et qu'il y avait un déficit de formation, je n'ai pas parlé des pharmaciens hospitaliers. Vous êtes les seuls à connaître une très grande partie des dispositifs médicaux. Et je ne dis pas ça parce que je suis en face d'un auditoire dans lequel il y a, je pense, plusieurs pharmaciens hospitaliers. C'est la réalité. Vous connaissez, effectivement. Je connais bien le monde des pharmaciens hospitaliers pour l'avoir fréquenté pendant 15 ans en tant que directeur de vente d'une entreprise et au niveau de la fédération. Donc effectivement, il y a un manquement terrible à ce niveau-là. Parmi, et je l'ai dit quand on a parlé du reprocessing, nous sommes focalisés au niveau du reprocessing dans une phase 1 sur les aspects de santé publique, de réglementation, de la manière dont tout cela va pouvoir se faire.
oui, il y aura une réunion, et c'est une injonction de l'administrateur général de l'agence, M. De Kepper, qui s'est adressé au groupe de travail, de ne pas oublier effectivement les directions d'hôpitaux et les financiers des hôpitaux pour secouer au cocotier à ce niveau-là, pour qu'eux aussi regardent les choses différemment et prennent des décisions et assument des responsabilités autrement que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc, soyez rassurés, cet aspect-là sera abordé, mais piloté par d'autres aussi, parce que ce n'est pas la compétence directe de l'agence d'aborder ces sujets-là. Ok. Merci pour ce bel échange. Donc, on va prendre une petite pause café et on revient ici à 11h40.